Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Votre projet pour la Réunion. Hier, on a commencé à parler d'une manifeste réunionnais par le peuple et pour le peuple de l'association du collectif Pangar. Et on avait sur le plateau, comme ce soir, donc Eric Ismaël, donc son président, bonsoir, et son Bonsoir. secrétaire Georges Atienne, Bonsoir. bonsoir. Et je leur avais dit qu'on reviendra sur une posture, c'est de faire de la politique, mais de ne pas être comme aujourd'hui les gens pensent de ce que les gens pensent de la politique. Comment faire de la politique, j'allais dire au premier sens du terme. Et là, c'est un exercice mais vraiment périlleux. Messieurs, j'allais dire, quand vous dites la mise en place de toute initiative amenant à plus d'autonomie et de souveraineté alimentaire, énergétique et de production dans tout domaine, de manière à réduire le volume de nos importations dans le cadre d'un développement durable, c'est là votre article 3, que vous le vouliez ou non, vous êtes de plein pied dans un champ politique. Oui, Alors, bien sûr. comment vous pouvez influer sur ce que vous dites dans l'article 3 sans rentrer dans la politique? Il faut convaincre. Il faut convaincre. L'État nous dit véhicule électrique obligatoire à partir de 2035. Bon, il faudra bien alimenter en électricité ces véhicules électriques. Actuellement, le réseau n'est pas capable de supporter cette surcharge. Mieux encore, au-delà des moyens de production, même les lignes qui arrivent, qui véhiculent le transport, comme on le dit, c'est pas opérationnel. Albioma a eu un problème sur une centrale et EDF nous demande de réduire notre consommation. Ouais. Autrement dit, on n'a pas du tout de poire pour la soif là. On n'a pas rien. Et on nous dit véhicule électrique 2035, mais 2035 c'est demain. Donc, soit on fait comme d'habitude et tout va bien jusqu'au moment où, comme c'est arrivé l'hiver dernier en métropole, il y a maintenant avec les compteurs Linky, on vous coupe une partie de votre consommation, on vous laisse que le minimum. Là-bas c'était grave parce qu'ils n'arrivaient pas à se chauffer. Ou alors on essaye d'anticiper quelque chose. Mais pour pouvoir anticiper, évidemment, nous ne sommes pas président de région. À moins que non, nous ne le sommes pas, je crois pas. Donc, par contre, on peut avoir un regard critique sur le plan pluriannuel de l'énergie, le PPE de la région. Et on peut être une force de proposition. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans quelle mesure ce PPE qui est en cours, il est déjà obsolète? Il est déjà obsolète. Les gens veulent absolument avoir du renouvelable, mais le renouvelable, il n'est pas pilotable. Ce qu'on appelle pilotable, c'est une énergie que l'on déclenche à tel ou tel moment, notamment à 18h, lors du pic des marmitaries. Et là, pouf, on ouvre les vannes de Takamaka pour pouvoir avoir plus d'énergie. Là, en l'occurrence, on n'est pas prêt. Alors, je reviens à ma question. Et j'étais en train de lire l'article 4, de soutenir et de développer une agriculture dite naturelle des filières agricoles et maraîchers en général, respectueux de l'environnement et de l'humain. Et je reviens avec ma question. Comment vous, citoyens, qui ne veut pas être politique, comment vous allez peser sur la société pour que vos décisions soient prises en compte? Je dirais que pour l'instant, on n'en est pas encore là, en fait. On est en train de s'investir dans des projets qui sont concrets. Justement, donc vous parlez de la filière agricole, bio ou autre. Vous parlez de souveraineté. On est en train de créer les conditions pour pouvoir discuter avec les différentes collectivités locales. Si vous voulez, si on n'arrive pas à entrer par la grande porte, parce qu'actuellement on n'a pas les moyens, on va passer par la petite porte. Et comment? Eh bien, en proposant, en ayant un projet qui soit déjà ficelé. Vous êtes conscient qu'actuellement, quand on regarde ce qui se passe au salon de l'agriculture avec les agriculteurs, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, discuter avec les agriculteurs, c'est particulier.
Mais ils ont quand même des raisons d'être mécontents. J'ai pas dit le contraire. Je trouve qu'on est tellement en retard dans les décisions qui auraient dû être prises pour les accompagner dans ce qu'ils font que je comprends. On n'est pas en retard. Le plan se déroule comme prévu. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour tuer les agriculteurs français. Et d'ailleurs, on réussit très bien, ils se suicident. C'est une réelle volonté d'une politique mondialiste de tuer l'agriculture française pour pouvoir favoriser des groupes agroalimentaires étrangers ou français. D'accord ? Le petit agriculteur, la maison dans la prairie tel qu'on l'imagine, c'est fini, c'est fini depuis longtemps. On veut absolument que notre alimentation soit produite par de la pétrochimie. C'est quand même pas normal que l'on mange du pétrole. Est-ce que les gens ont conscience qu'ils mangent du pétrole ? Oui, ça, il y en a qui le savent. Bah oui, il y en a qui le savent, mais le commun ne le sait pas. Ouais. C'est-à-dire que quand il achète ses carottes qui viennent d'Australie, en fin de compte, il mange du pétrole. Parce qu'il mange le pétrole du camion qui a amené ça dans la grande surface, il mange aussi le pétrole du bateau qui a amené là, mais aussi le tracteur qui a labouré le champ, etc. Quand on fait le coût pétrole, le coût carbone de cette carotte, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de donner une chance à nos agriculteurs de nous faire de bonnes carottes ? D'accord. Et la question, c'est aussi à ce moment-là d'encourager les agriculteurs réunionnais ici. Ah, mais les agriculteurs sont prêts. Ou de France sur le territoire national à reprendre à retrouver l'envie. Parce qu'il y a une réalité. Écoute, ils en ont marre. S'ils n'avaient pas l'envie, ils ne manifesteraient pas. D'accord. Ils auraient mis la clé sous la porte. Ils ont cette conscience citoyenne de se dire que nous nourrissons la population française et nous devons défendre notre métier. C'est un métier essentiel. Donc ils sont là, les agriculteurs. Ils sont prêts. Mais on ne leur donne pas les moyens de vivre. Une retraite d'agriculteur, c'est moins de 400 € par mois. Il y en a qui n'arrivent même pas, en travaillant 80 heures semaine, à se payer un SMIC. Mais qui accepterait de faire ça ? Eux le font tous les jours. Réveil 4 heures du matin pour aller traire les bâches, etc. C'est un métier mais qui est horrible. Et ils le font. Alors qu'ils en soient ici remerciés. Je crois comprendre votre question. En fait, ce que vous voulez sous-entendre, c'est que est-ce qu'il y aura assez de candidats ? Pas de candidats. Est-ce que vous pour travailler la terre ? D'une part, non, c'est d'une part. Là-dessus, je suis d'accord. C'est aussi ma démarche. Mais ce que je voulais savoir, c'est comment vous allez enclencher une machine pour amener la population à porter vos propositions, à soutenir les agriculteurs, entre autres, à faire en sorte de changer les choses. Parce que c'est bien votre démarche, c'est de changer les choses. Mais nous ne sommes pas une puissance pour pouvoir agir en ce sens-là. Ce que nous essayons de faire, et je l'ai dit tout à l'heure, de passer par la petite porte, si on ne peut pas arriver frontalement avec un projet costaud. Jean-Jacques Tienne, que vous passiez par la petite ou la grande porte, ce n'est pas un problème. C'est que le problème pour vous, c'est de changer les choses. Moi, j'y crois. On ne pourra pas changer. Je n'ai pas dit que je ne crois pas. J'ai dit que c'est de faire l'effort, de mettre en place la démarche, d'enclencher la machine pour que ça bouge. Oui, mais là, ce qui est dit, ce qui est supposé là, ça demande beaucoup de critères. Il faut remplir beaucoup de paramètres sur ce sujet-là. Merci. Donc, il faut des candidats pour travailler la terre, il faut une volonté politique, il faut des moyens, il faut dégager du foncier, il faut tout un tas de choses, créer des coopératives, etc. Nous, Panga, on n'a pas la carrure ni les moyens de faire tout cela. Mais ce qu'on peut être, c'est peut-être dire, voilà, nous sommes peut-être la cuillère qui fait tourner la mayonnaise, qui fait monter la mayonnaise. Vous voyez, à un moment donné, il va bien falloir saisir les tenants et aboutissants pour chaque projet. Et je reviens à cette question, et que vous le vouliez ou pas, c'est la posture, c'est ce que doit être votre posture citoyenne ou politique. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de choix. On n'a pas le choix. On fait les deux. Un vrai citoyen, il va dans un bureau de vote, donc il fait un acte politique. Alors une fois qu'on a voté, il faudrait laisser un blanc-seing à la personne qui est aux commandes.
Non, je suis désolé. Un élu est d'abord là pour, sur la base d'un programme, il doit le respecter. Il a été élu pour ça. Et puis, au-delà de son programme, si des citoyens viennent le voir pour lui soumettre un problème quelconque, c'est à lui de le résoudre. D'accord. Et je réitère ma question sur la posture à avoir. Je dis ni politique, ni citoyenne cette fois-ci. Quelle posture qu'il va falloir adopter pour, justement, pour porter ce projet, pour que vous puissiez vous exprimer, vous faire entendre et que les gens viennent soutenir le projet. Là aussi, c'est une question de conscientisation, d'argumentation pour chaque type de projet. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que parfois nous nous heurtons à un public qui ne sait plus où il en est. On lui matraque avec tellement d'informations quotidiennement qu'il ne sait plus en qui croire. Parce que vous savez, les associations, il y en a eu plein, il y en aura d'autres. Donc on les voit passer, on les voit tenter de faire quelque chose et pas réussir quelquefois. Quelquefois, ils réussissent. Mais si on arrive à capter cette énergie, de rendre les gens un peu responsables, de leur faire comprendre qu'il est de leur intérêt de se mettre ensemble pour élaborer ces projets, je pense qu'on peut y arriver. D'accord. La démarche ? Eh bien, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il y avait des consultations citoyennes, il y a des gens qui ont demandé le RIC, etc. Et depuis quelques temps, à part dans quelques communes où il y a encore des conseils consultatifs, la région, elle a fait un travail sur la mobilité, par exemple, mais la plupart du temps, on ne nous demande pas notre avis. Eh bien, nous, on va le donner quand même. Et on le voit, j'ai vu au cours de ces 30 dernières années, ce qu'on fait d'un conseil consultatif, ce qu'on fait des avis du conseil consultatif, c'est bien écrit, c'est bien rédigé, je ne vais pas jeter la pierre au Césaire, qui fait un travail consultatif sur l'économie, et je l'ai vu depuis 30 ans, ce qu'on a fait de ces... tu sais, de la consultation. Juste pour dire quelque chose. Si il commence à y avoir un certain nombre de personnes, et ça, c'est bien parti pour, qui viennent dans Pangar. Alors pour nous, ce sont des adhérents, ce sont des sympathisants, ce sont des forces vives, ce sont des gens qui nous amènent à de la matière à réfléchir. Mais pour le politique, c'est quoi ? C'est un électeur. Donc, si on va dire, ça serait quand même bien d'aller dans telle direction. Tu as déjà vu un politique qui reste droit dans ses bottes et qui ne change pas d'avis, toi ? Non, je suis d'accord. Ils vont suivre. Hein. Ils vont suivre. Et de toute façon, c'est eux qui sont aux commandes. Il est hors de question de remettre en question leur pouvoir. C'est à eux de le faire. Je crois qu'il y a un désamour aussi entre le monde politique et les citoyens. Ça, depuis très longtemps, on le voit. Eric disait tout à l'heure que souvent, ils ont un programme mais ils ne le respectent pas. Donc, les gens vont de moins en moins à l'urne pour voter. Les politiques, je crois qu'ils sont conscients de cela. Ils ont besoin aussi, quelque part, qu'il y ait peut-être un lien entre la population et eux. Je ne dis pas qu'on va le faire, mais on va y contribuer. Bien sûr. Vous pouvez être cet intermédiaire. Bien sûr qu'on peut l'être. On a déjà commencé. Mais j'allais dire, vous allez être dans une position très inconfortable. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir garder la confiance d'une population, mais également travailler avec des élus qui vont trancher, et peut-être pas dans le bon sens toujours. Ils prennent leurs responsabilités. D'accord. Quand Pangar vient par l'intermédiaire des agriculteurs biologiques et Zarlor-la-Terre, dépose sur la table un projet qui dit qu'il faudrait qu'il y ait des aliments bio pour nos enfants à la cantine. Qui peut être contre ? S'ils ne le font pas, c'est leur problème, c'est pas le mien. Nous, on leur a dit, ça serait quand même bien que nos enfants, à la cantine, aient des aliments bio. Ça produit de la richesse pour les agriculteurs. Il y a la possibilité pour l'agriculteur de dormir tranquille le soir.
et ça vaut de l'or, puisqu'il sait que sa production va être achetée par les collectivités pour la restauration scolaire. Donc c'est très bien, tout le monde est gagnant là-dedans. S'ils ne le font pas, c'est leur problème. Encore une fois, nous ne sommes pas au pouvoir. D'accord. Encore une fois, je vous le dis, que vous soyez au pouvoir ou pas, que vous soyez politique ou citoyen, les personnes qui vous entourent vont avoir beaucoup d'attentes envers vous. Si vous voulez, nous, on a la conscience tranquille. Tout ce qu'on fait, on le fait dans la bienveillance, dans le respect des uns et des autres. On ne dénigre personne. On dit qu'il y a urgence là, il y a urgence ici, là aussi. Il me semble que nous sommes dans notre bon droit, en tant que citoyens, de vouloir défendre notre territoire. Et je le dis ici dans le domaine social, mais je peux le dire aussi dans le domaine culturel, je peux le dire dans le domaine de nos coutumes, dans le domaine de nos traditions. Tout est fait pour que nous prenions en compte cette problématique sociale et culturelle. Donc, nous n'avons à craindre de rien ni de personne, vous voyez. Si on nous objecte tel ou tel projet, eh bien, comme dit Eric, c'est aux politiques d'en prendre la responsabilité. Il faudra bien qu'il se présente devant les électeurs tôt ou tard. D'accord. Et donc, s'il n'a pas fait ce que souhaitent les électeurs, c'est son problème, c'est pas le mien. D'accord. Alors, je vais revenir sur votre démarche. En tout cas, vous avez explicité votre posture entre le citoyen et le politique et ce que vous voulez faire. Maintenant, dans le manifeste réunionnais par le peuple et pour le peuple, 12 articles. Et comment vous allez à la rencontre des Réunionnais, des citoyens, et comment vous allez voir si les gens adhèrent aux articles que vous avez. Je pense que vous allez devoir, ajouter, remanier et faire évoluer votre texte. Comment vous allez faire? Quel travail vous allez mener avec les citoyens réunionnais qui vont venir à votre rencontre? Écoute, si on était un parti politique, on aurait mis des affiches partout, on aurait fait des campagnes de publicité, et puis on leur aurait dit venez à telle réunion publique, à tel endroit. Et on ne fait pas ça. Nous avons déjà l'expérience de la réunion publique du 17 février que nous avons fait à Saint-Denis, où devant un public venu vraiment venu de tous horizons. Très conscient, très attentif aussi pour écouter le développement de ces 12 articles qui ont trouvé un écho favorable à leurs attentes. 12 personnes qui se sont succédées dans des propos entre 5 et 7 minutes pour parler non pas d'un article mais d'une orientation de l'article. Tu vois. Et donc, ça s'est passé comme ça, d'un public très attentif. Évidemment, ça n'a pas manqué de susciter des questions. On y a répondu. C'était une ambiance très bon enfant. On a passé vraiment un excellent moment. Donc, tu vois, par exemple, on pourrait dire aux gens, venez. C'est pas du tout le propos, parce que nous souhaitons avoir des citoyens qui s'engagent. Nous ne sommes pas là pour prendre leurs problèmes à bras-le-corps. D'accord. Par contre, nous avons des associations qui adhèrent à Pangar et nous les aidons, nous les conseillons et on les oriente pour que leur combat, qui est juste et légitime, puisse aboutir. D'accord ? Donc, nous ne sommes pas avocats où on va prendre la défense comme ça. Donc, vous êtes plus actuellement dans la construction de ce manifeste réunionnais par le peuple et pour le peuple. Vous allez continuer donc à le densifier, à lui donner de la dimension. Oui, bien entendu. Alors, vous savez que ce manifeste, il a été rédigé, ça nous a pris 4 mois, en gros, pour le rédiger, compte tenu des uns et des autres. C'est une feuille de route, genre de livre de chevet, si vous voulez. D'accord. Pour qu'on sache très bien poser la problématique qui nous occupe. Vous prenez un article, n'importe lequel, le 3, le 4, le 5, le 6, qui parle de gentrification, qui parle de bétonnage, qui parle de tout ce que vous voulez, de réparation aussi, vis-à-vis des afrodescendants. Eh bien, c'est un article, c'est un domaine où il va falloir peut-être 6 mois, ou 3 ans, ou 5 ans pour arriver au bout de son terme. Donc, pour l'instant, nous ne prenons pas de pari. Nous disons simplement que voici listés, un après les autres, les problèmes dont nous devons sortir à la rue. On parle du néocolonialisme aussi, qui est un problème majeur dans le pays.
Tout ça, c'est politique, j'en conviens. Enfin, tout à fait, c'est politique. Mais je veux dire, si on ne passe pas par là, si on fait l'impasse sur ces articles-là, sur ces thèmes-là, on n'aura rien fait. Donc, on parlait de la vie chère dans l'émission précédente. La vie chère est aussi liée à la gentrification. Quand on voit que certaines villes n'appartiennent plus aux natifs réunionnais, on a le droit de se poser des questions. Et c'est pas du racisme que de le dire. C'est un fait réel. Les Réunionnais n'ont plus assez de pouvoir d'achat pour pouvoir acquérir un logement dans ces zones-là. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des zones peut-être moins attirantes, et encore que notre île est belle, mais cette capacité financière qu'ont certaines personnes venues de l'extérieur à s'installer sur l'île, nous ne l'avons pas obligatoirement. Donc il y a peut-être une régulation à penser. Je n'ai pas la solution, hein, mais déjà poser le problème de la gentrification à La Réunion, c'est déjà quelque chose. Et la gentrification existe, pas uniquement à La Réunion. Hein. À Paris, par exemple, 10 000 € le mètre carré, eh bien, les Parisiens d'origine, ils vendent pour avoir 10 000 € le mètre carré et puis ils vont s'installer en banlieue. Sauf que s'ils y travaillent, bah, c'est 1h30 de trajet quotidien. Donc, c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, si c'est encore possible. Ce qui veut dire que on arrive à la fin de cet échange. En tout cas, aujourd'hui, il y a une chose que les gens, les citoyens peuvent comprendre, c'est que Pangar est là, je dirais un petit peu comme un porte-parole, ou bien comme quelqu'un qui veut entraîner, mettre en place, démarrer une machine et aller vers quelque chose. Alors, vous savez, il est difficile ici de faire son trou, hein, entre guillemets, parce que nous avons aussi à combattre certains aspects qui sont issus de l'esclavage, de la colonisation. Des fois, j'ose parler d'aliénation. C'est un peu ce qui se passe. On peut être critiqué par nos proches, déjà. D'une manière interne, on a aussi à faire attention d'avoir une cohésion entre nous qu'avec l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est peut-être les pouvoirs publics, les administrations. Tout n'est pas simple. Donc, on ne peut pas comme ça, sur un claquement de doigts, avoir l'adhésion de 900 000 Réunionnais ou de 500 000, j'en sais rien moi. 870 000. Là. 870 000. Mais bon, on peut espérer en capter quand même une partie. Et vous savez, cette conscientisation, elle est faite depuis très longtemps. Il y a des gens qui œuvrent à ce niveau-là. On ne voit pas les effets tout de suite. Mais dans quelques années, on pourra en parler. Mot de la fin, Eric Ismaël. Les travaux sont multiples, mais les ouvriers sont nombreux. Donc on y arrivera. Donc on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir où c'en est, comment la démarche est accueillie, comment les citoyens réunionnais veulent ou ne veulent pas prendre part à cette démarche. On verra si faire évoluer la Réunionnaise est quelque chose de possible ou pas. Merci messieurs. Merci. Pour cet échange. Je vous dis donc à une autre fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.